C'est parti. Eh bien, je vous propose qu'on démarre, puisqu'il est 16h16 et que plus de la moitié des participants sont arrivés. Bonjour à tous. Merci d'être déjà nombreux. Il devrait encore y avoir du monde qui nous rejoint pendant ce séminaire. Donc, on se retrouve dans une configuration assez peu habituelle, moins pour moi, même si elle commence à devenir courante, dans le cadre de cette semaine digitale qui s'intitule « Loger les plus vulnérables en Isère », qui est un événement partenarial organisé par Un Toit pour tous et avec le concours de la Fondation Abbé Pierre, de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la FAPIL, Fédération des associations et acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement, le groupement des possibles, et APSIS, qui est le groupement des bailleurs sociaux de l'Isère. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h45, donc on a une bonne heure et demie devant nous. Et pour l'instant, c'est Anissa Jiwan qui va nous expliquer un peu le fonctionnement technique de toute cette machinerie. Très bien. Bienvenue à toutes et à toutes à ce webinaire. Alors oui, moi je vous rappelle les règles du jeu. Donc vos micros sont éteints. Donc si vous voulez vous exprimer à un moment donné lors des temps qui seront consacrés, donc on a des temps d'échange qui seront annoncés par Jean-François. Donc dans ces moments-là, vous pouvez lever la main, on vous ouvrira le micro et vous pourrez vous exprimer. Dans les autres temps, si vous avez des questions lors de l'intervention d'Isabelle, de Marine ou d'Aurélie, vous pouvez envoyer vos questions via le Q&R, donc questions-réponses. Préférez ce module qui nous facilite le traitement et la prise en compte de vos questions pour pouvoir les relayer auprès des intervenants. Il y a également le chat pour les autres raisons. Si vous voulez échanger sur des choses en particulier, vous pouvez utiliser le chat, mais sur des questions et réponses en lien avec les interventions, je vous encourage à utiliser le mode Q&R. Pardon. Voilà, donc je crois que j'ai donné les règles principales. Donc, je te redonne la parole, Jean-François, pour que tu puisses introduire et animer ce webinaire. Merci, donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc le sujet du webinaire du jour, de l'après-midi, plutôt de la deuxième partie d'après-midi, puisqu'il y en a déjà eu un, c'est l'attribution des logements sociaux fait-elle une place suffisante aux plus vulnérables? Vous avez pu voir, vous avez forcément regardé le programme, que depuis lundi, il s'est déjà déroulé un certain nombre de séminaires dont je ne vais pas vous rappeler les intitulés, tant moins que je ne les ai pas sous les yeux. Par contre, je vous rappelle, vous l'aviez en affiche à l'entrée, que tous les webinaires sont consultables sur la chaîne YouTube d'Un Toit pour tous et que vous pouvez rejoindre aussi par le site d'Un Toit pour tous. Le séminaire présent, bien entendu, est enregistré également et donc si vous êtes amené à devoir le quitter en cours, vous pourrez voir la fin sur le même canal. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de l'attribution des logements sociaux et surtout, est-ce qu'elle fait une place suffisante aux plus vulnérables? Peut-être pour rappeler quelques éléments du contexte, la politique que je vais dire, enfin les textes qui régissent les attributions de logements ont quand même été renouvelés, complétés, amendés éventuellement, on nous dira ça tout à l'heure, notamment par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, par la loi Elan de 2018, et puis il me semble, mais Marine nous redira ça, qu'il y avait aussi déjà des premières évolutions avec la loi Allure de 2014, notamment sur l'accueil de la demande. Donc voilà, peut-être pour faire un petit rappel de contexte, après tout, voilà. Moi, je suis allé rechercher que c'était en juin 2020 où un groupement d'associations, donc ATD Carmonde, la Fondation Abbé Pierre, Habitat Humanisme et autres, publiait les résultats d'une enquête où il nous disait que plus un demandeur HLM est pauvre, moins il a de chances d'obtenir un logement. Donc, on s'interrogera peut-être un peu pour voir si c'est encore vrai aujourd'hui et éventuellement si les modifications qui ont eu lieu permettent d'envisager de faire évoluer. Comme vous le voyez à l'écran, on va discuter de ça avec nos trois invités du jour, invités EES du coup. Marine Bourgeois, qui est maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble, laboratoire PAT.
dont les recherches portent notamment sur les modes de tri et de sélection des populations dans l'action publique. J'ai noté ça sur le site et il me semble que les mots sont assez importants. Moi, ils m'ont un peu... bouffe, c'est un peu rude. Donc, les modes de tri et de sélection des populations avec un intérêt particulier pour les politiques urbaines et de logement. Donc, je pense que nous sommes à la bonne adresse. Et je sais par ailleurs que Marine Bourgeois mène actuellement des recherches partenariales et en lien avec l'Union sociale pour l'habitat. On a également Aurélie Dufay qui est avec nous, qui est responsable du service gestion du logement social et de l'hébergement à Grenoble-Alpes Métropole et qui va nous expliquer, elle nous a dit auparavant que c'était tout à fait clair, donc qui va nous expliquer clairement la méthodologie mise en place par la métro sur ce schéma-là. Et puis, on aura également comme intervenante Isabelle Rueff, qui est présidente d'Apsise, qui est, disons, résumons en disant que c'est l'USH local, et qui est également directrice générale de Alp'Isère Habitat, dont je ne sais pas s'il faut encore préciser que c'est la nouvelle dénomination de l'OPAC 38. Mais en l'occurrence, je viens de le faire. Voilà, on va donc, vous avez la présentation des intervenants. Je compte sur l'ensemble des participants pour faire de cette réunion la plus vivante possible et éventuellement pour nous interpeller. On va d'abord dérouler une première intervention de chacun des intervenants et puis on retrouvera le temps de la discussion. On commence avec Marine Bourgeois qui va nous rappeler un peu le cadre national et puis probablement déjà un peu les différentes déclinaisons qui peuvent en être faites dans différents endroits puisqu'elle a étudié ça sur différents territoires nationaux. Marine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de démarrer, je voudrais remercier très chaleureusement évidemment les organisatrices et organisateurs de cette semaine événement. Merci en particulier à Anissa Jiwan, Chloé Mollard et puis Jean-François Lapierre donc, pour la préparation de ce webinaire sur les politiques d'attribution des logements sociaux. Donc, comme Jean-François l'a indiqué, j'ai réalisé en fait ma thèse de doctorat en sciences politiques sur les politiques d'attribution des logements sociaux, que j'avais effectivement intitulé « Tri et sélection des populations dans l'accès au logement social ». Donc, je vais m'appuyer sur cette recherche pour mon intervention et puis je vais également dire quelques mots, mais sans doute plutôt à la fin, de la recherche que nous sommes actuellement en train de terminer sur la mise en œuvre en fait, de la loi égalité et citoyenneté de 2017. Alors, dans un premier temps, j'ai choisi de revenir en fait sur, c'est la commande aussi qu'on m'a passée, sur le cadre juridique, réglementaire des politiques d'attribution des logements sociaux et puis leurs principales évolutions. Alors, peut-être la slide suivante. Voilà. Donc, premier élément peut-être qu'il faut rappeler, ça peut paraître assez banal, mais je pense que c'est quand même important de l'avoir bien toutes et tous en tête. C'est qu'en France, le logement social constitue 17% du parc global de logement et accueille près de 10 millions de personnes. Donc, c'est l'un des parcs publics les plus importants d'Europe, derrière celui des Pays-Bas, 33% de logements sociaux, vous pouvez le voir, et puis du Royaume-Uni, 18% de logements sociaux. Le logement social en France, vous le savez, c'est une offre de logement qui est complémentaire de celle disponible sur le marché et qui vise historiquement deux objectifs principaux. Le premier, c'est loger les segments de la demande qui sont exclus du secteur privé. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'assurer une certaine maîtrise du peuplement des villes. Alors après la crise économique de 2008, ces fonctions ont bien sûr pris une signification toute particulière et on observe plusieurs phénomènes extrêmement structurants, en particulier donc, la paupérisation des ménages. Je pense qu'on va y revenir plus en détail dans les interventions suivantes en parlant donc, du territoire grenoblois et isérois. Paupérisation des ménages qui, combinée à la pénurie de logements sociaux, se traduit par une mise en concurrence des ménages et un allongement des files d'attente à l'entrée du parc social. Alors,
vous le voyez ici sur le tableau. Alors, les chiffres sont un peu anciens, mais ça permet de bien voir en fait quand même l'augmentation du nombre de demandeurs en attente d'un logement social et en particulier de voir le trend post-crise de 2008. Par ailleurs, il faut savoir que le nombre de logements sociaux en fait n'a cessé d'augmenter, mais ce stock de logements a augmenté moins vite en fait que la demande. Donc nécessairement, une sélection est opérée en fait, si vous voulez, à l'entrée du parc social, et cette sélection s'est renforcée depuis le début des années 2000. Alors, au-delà de l'écart entre l'offre et la demande de logement social, se pose aussi une question importante qui est celle de l'adéquation entre l'offre et la demande. On a un problème d'adéquation au niveau macro et qui se traduit de différentes façons. Sur le type de logement, par exemple, entre les différents types de logements qui sont construits, certaines communes peuvent choisir de construire du PLS, qui s'adresse plutôt en fait aux classes moyennes avec des loyers relativement élevés, au détriment de logements de type PLAI. Un autre facteur d'inadéquation important, c'est la typologie des logements. On manque souvent de T3, T4 qui sont plus adaptés en fait aux compositions familiales actuelles des ménages. Et puis enfin la localisation, puisqu'on sait qu'il existe en fait de très importantes variations territoriales, en particulier donc entre des zones tendues qui seraient très attractives et où la pénurie de logements serait exacerbée, et des territoires plus détendus où du coup les enjeux d'attribution sont un peu différents. Le deuxième constat important qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'idée que la politique d'attribution des logements sociaux est une politique qui est restée en fait assez longtemps historiquement faiblement régulée par le droit, et ce en dépit d'un important arsenal juridique et réglementaire qui, ça a été rappelé, est contenu dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, donc, sur la slide précédente, on voyait qu'il y avait 2 critères d'éligibilité en fait, du logement social qui sont assez simples. C'est d'une part d'être de nationalité française ou étrangère, mais avec un titre de séjour en cours de validité. Et puis le deuxième critère, c'est de ne pas déplacer les plafonds de ressources du logement social. Alors ces critères d'admission ou d'éligibilité au logement social, ils sont assez peu discriminants, puisque en fait, les plafonds de ressources du logement social sont relativement élevés. Et de fait, on voit que 65% des Français sont éligibles aujourd'hui au logement social. Alors, je vous avais mis, en fait, c'est pour ça, le tableau en fait, des plafonds de ressources du logement social pour que vous vous rendiez compte de à qui s'adresse aujourd'hui le logement social en France. Il s'adresse donc à un panel extrêmement large de ménages. En 2020, comme vous pouvez le voir, pour des logements de type plus, donc des logements sociaux au loyer intermédiaire, hors Paris et la région francilienne, on voit qu'une personne seule ne doit pas dépasser en fait 20 870 €, ce qui est quand même relativement, à la fois faible et élevé. Ce qui explique, dans le cas français, en fait, les chercheurs, les spécialistes du logement social parlent d'un modèle généraliste qu'il distingue en fait du modèle résiduel qu'on observe davantage dans des pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni, où le parc social est réservé aux plus démunis, et du modèle universaliste, où le logement social est accessible à tous. Le modèle universaliste concernait par exemple les Pays-Bas, et ce jusqu'en 2011. 2011, c'est le moment où un plafond de ressources, alors de 33 000 €, donc encore plus élevé qu'en France, par ménage et par an, a été instauré après des plaintes en fait, qui ont été adressées par la Fédération européenne de la propriété immobilière auprès de la Commission européenne pour des raisons de distorsion de concurrence introduites par les organismes HLM sur le marché du logement. Donc, vous voyez, la vocation du logement social en France n'est pas, en fait, et c'est là-dessus que je voulais insister, n'est pas de prime abord, ne s'adresse pas en priorité, nécessairement, en fait, aux ménages les plus démunis. Alors, sur la slide suivante, on peut voir qu'au-delà, en fait, de ces critères d'éligibilité, il existe des critères de sélection des ménages qui se structurent en fait autour de 2 principes qui sont des catégories d'action publique qui sont la mixité sociale et le droit au logement. C'est clairement énoncé dans l'article L441 du CCH.
Le logement social vise à assurer à la fois la concrétisation du droit au logement et puis en même temps à contribuer à la mixité sociale des villes et des quartiers. Alors, cette articulation du droit au logement et de la mixité sociale, elle n'est pas évidente. Et on a tout un tas de travaux en fait, de sciences politiques et de sociologie qui le montrent bien, puisque en fait, on a l'attribution des logements sociaux, du coup, on doit à la fois accueillir des individus en situation de grande précarité et en même temps assurer une certaine diversité des profils pour éviter les concentrations. Donc, on voit bien qu'on a deux principes qui renvoient en fait à des publics disjoints, les plus démunis d'un côté, les salariés, les classes moyennes de l'autre, qui sont des ménages qui doivent apporter en fait de la mixité, avec des injonctions concurrentes qui ne sont pas tellement hiérarchisées et qui entrent en contradiction sur le terrain. Alors, ces deux principes d'action publique, ce qui est intéressant de noter, et on le voit sur le tableau de la slide suivante, c'est qu'ils se sont institutionnalisés de façon parallèle, un peu au gré en fait, des gouvernements successifs qui ont mis l'accent soit sur la mixité sociale, soit sur le droit au logement, soit sur les deux en même temps, mais sans véritablement trancher, en dépit, en fait, j'ai envie de dire, de leurs contradictions qui ont été mises au jour dès la fin des années 90, début des années 2000, par les chercheurs en sciences sociales. Alors, en fait, jusqu'à la loi égalité et citoyenneté de 2017, et c'est en cela que la LEC est intéressante parce qu'elle introduit une forme de rupture, la mixité n'était pas clairement définie. Et c'est ce que j'indique sur la slide, voilà celle-ci. Elle n'était pas clairement définie, elle était utilisée en fait souvent comme un synonyme de diversité, de brassage, d'équilibre. Elle était d'abord définie en fait comme l'envers de la ségrégation spatiale, l'envers du ghetto. Et il y avait plusieurs incertitudes qui pesaient, à la fois sur les critères, les seuils et les échelles auxquelles devait être réalisée cette mixité sociale. Donc, très, très concrètement, quand on lisait les textes juridiques jusqu'à la loi égalité-citoyenneté, il était très difficile en fait, de savoir si les populations devaient être diversifiées d'un point de vue strictement social par les ressources ou bien d'un point de vue plus global par la composition familiale, la situation professionnelle, l'âge, voire l'appartenance ethno-raciale. De la même façon, l'échelle de référence à laquelle devait être réalisée la mixité, donc cage d'escalier, immeuble, quartier, ville, et le seuil à partir duquel un territoire était considéré comme mixte n'était pas vraiment précisé. Et c'est pour cela que, voilà, vous le voyez, Sylvie Tissot, en 2005, affirmait que la mixité sociale s'était institutionnalisée comme une norme faible. Et donc, cette norme faible, eh bien, elle faisait l'objet, en fait, elle a fait l'objet à la fois d'un très fort consensus parmi les acteurs locaux. Tout le monde, enfin, personne n'est contre la mixité sociale, si vous voulez, et en même temps, par de nombreuses retraductions locales. Tout le monde est pour la mixité sociale, mais tout le monde met des choses un peu différentes derrière. Et c'est un principe qui, en fait, est apprécié sur le terrain à partir d'une multitude de critères, dépendant à la fois des intérêts et des contraintes des acteurs. Alors, sur la slide, alors je fais des allers-retours entre les slides, je suis désolée. Sur la slide suivante, on voit que, en fait, en fonction du type d'acteur que l'on... Enfin, voilà, suivante. Voilà. En fonction du type d'acteur qui est impliqué en fait, dans le système local HLM, eh bien, ils ont des intérêts qui sont un peu différents. Ainsi, pour les bailleurs sociaux qui sont propriétaires et gestionnaires des logements, l'enjeu de l'attribution, c'est d'abord évidemment d'éviter les troubles de loyer, les troubles de voisinage, les impayés de loyer, de faciliter les processus de commercialisation, de lutter contre la vacance et donc de placer le bon candidat au bon endroit. Et là, je cite des acteurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes recherches. Pour les collectivités locales, il s'agit d'abord de loger en fait, leurs publics prioritaires. Alors ces priorités, dans certains territoires, c'est le cas à Grenoble, ils sont définis au sein de commissions partenariales qui associent les techniciens des mairies, des élus locaux, des travailleurs sociaux, des représentants d'organismes HLM. Et dans ce cas, les priorités renvoient le plus souvent aux difficultés d'accès au logement qui sont évaluées sur des bases principalement socio-économiques.
Mais les travaux de sociologie ont montré que d'autres critères pouvaient aussi être mobilisés, comme le lien avec la commune, le fait d'y résider ou d'y travailler peut donner une forme de priorité, c'est ce qu'on appelle parfois la préférence communale, ou bien le nombre d'enfants lorsqu'il s'agit par exemple d'ouvrir une classe à l'école ou ce genre de choses. Vous avez également donc Action Logement. Alors, on ne le voit pas ici, mais Action Logement joue un rôle important. Et là, pour le coup, les publics cibles sont assez clairs. Hein, c'est les salariés des entreprises assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc, on pourra éventuellement y revenir. Et puis, on peut aussi mentionner évidemment l'État local qui est plutôt sur justement l'objectif de concrétisation, de garantie du droit au logement, afin de garantir la solidarité nationale qui s'occupe du DALO et des publics qu'on qualifie en fait de prioritaires, les ménages les plus vulnérables. Alors, si je reviens sur la slide d'avant, en fait, on voit qu'en fonction de ces différents intérêts, de ces différentes préférences ou contraintes, eh bien, la mixité est interprétée différemment. Et les recherches qui ont été menées sur les stratégies d'attribution et de peuplement des bailleurs des communes mettent au jour la construction locale de processus qui peuvent être officieux de sélection, conduisant à écarter certains groupes sociaux ou bien à les concentrer dans certains segments du parc locatif social. Ces travaux révèlent en fait un double paradoxe qu'on peut résumer de la façon suivante. Premièrement, l'injonction à la mixité peut être utilisée en fait pour attirer des salariés et ce au détriment des ménages les plus démunis au nom d'une logique de mixité par le haut en fait. Et puis deuxièmement, le recours à la mixité sociale peut cristalliser en fait des pratiques fondées sur le critère ethno-racial dans un contexte républicain qui se veut pourtant aveugle à ce type de distinction. Alors ces deux effets pervers en fait de l'usage de la mixité ont été montrés dans les travaux qui s'appuient sur des recherches qualitatives, c'est-à-dire des enquêtes ethnographiques, mais aussi par des études statistiques réalisées à partir de l'enquête logement de l'INSEE, qui montrent que les ménages les plus modestes et où de nationalité non européenne ont un délai d'attente plus important que les autres catégories de demandeurs à l'entrée du parc locatif social. Alors, et c'était un peu le rapport que citait Jean-François Lapierre en ouverture du webinaire allait en ce sens. Après, ce qui est important de noter, et c'est donc les deux slides, voilà, on peut passer les slides. Alors ça, on pourra y revenir, mais je pense qu'en fait, ce schéma très général, c'était pour vous montrer, pour montrer aux spectateurs que le système HLM en fait est extrêmement fragmenté et que vous voyez en fait en fonction des types d'acteurs mobilisés, en fait on a plusieurs guichets d'accès ou de points d'accès au logement social qui renvoient en fait à des publics un peu différents. Donc c'est un système qui reste aujourd'hui très fragmenté, même si on va y revenir, les réformes récentes tendent cherchent en fait à fluidifier ce système. Merci. Et donc, de ce point de vue, la loi égalité et citoyenneté, hein, qui a trouvé sa genèse après les attentats de janvier 2015, elle marque une forme de rupture par rapport au dispositif précédent, d'abord et avant tout parce qu'elle vient clarifier la notion de mixité sociale. Elle vient la clarifier en suggérant une acception de la mixité centrée sur les seules ressources, saisie à partir d'un indicateur qui est celui du quartile de revenus, et ceci à l'échelle du quartier et selon des seuils fixés par le législateur. Donc les deux mesures phares de la loi égalité et citoyenneté, hein, c'est l'idée qu'il faut attribuer au moins 25% des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages appartenant au premier quartile de revenus, et inversement, attribuer prioritairement 50% des attributions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc les anciennes ZUS,
pour faire simple, aux ménages appartenant aux 3 quartiles supérieurs de ressources les plus élevées. Donc, derrière ces 2 mesures phares, on peut lire en fait une proposition de définition de la mixité sociale. Cette clarification de la notion, elle s'est accompagnée de l'instauration d'un certain nombre d'outils et d'instances, parmi lesquelles les conférences intercommunales du logement, qui ont été créées par la loi Allure, mais rendues obligatoires par la loi Égalité et Citoyenneté, les conventions intercommunales d'attribution, qui sont en fait les documents dans lesquels sont inscrits les orientations de la CIL en matière d'attribution des logements. Elle va préciser pour chaque organisme un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution. Et enfin, les plans partenariaux de gestion de la demande qui prévoient en fait les conditions locales d'enregistrement de la demande de logement social. Donc, sur la slide suivante, on voit que ces différentes mesures ont encore été renforcées en fait par la loi Elan, qui est la dernière réforme en date, qui vient renforcer en fait les dispositions de la loi Égalité et Citoyenneté, qui vient notamment supprimer les possibilités de moduler localement les objectifs, parce que dans certains territoires, on pourrait y revenir, mais comme c'était très difficile en fait d'atteindre tout de suite 25% de ménages du premier quartile en dehors des QPV, eh bien, les intercommunalités cherchaient en fait à moduler l'objectif pour l'atteindre progressivement, souvent à horizon 2025. La loi Elan supprime cette possibilité de modulation territoriale. Elle prévoit aussi de généraliser le dispositif de cotation de la demande, donc on y reviendra, et de basculer d'un mode de gestion en stock vers un mode de gestion en flux. Pareil, l'objectif ici, c'est vraiment d'apporter de la transparence dans le système et puis de rompre avec le système en filière pour avoir une meilleure fluidité du dispositif. Au final, ces différentes réformes, vous voyez, il y a eu beaucoup de réformes en très peu de temps. Il y a une forte activité législative. Ces différentes réformes, au nom de la transparence, elles ont fait 2 choses principales. D'abord, clarifier le principe de mixité sociale en lui apportant une définition. Alors, je pourrais y revenir après dans les discussions, mais qui est contestée par les acteurs locaux. Voilà. Et en même temps, ces réformes, elles viennent renforcer le rôle des intercommunalités en matière d'attribution. Les EPCI sont érigés en chef de file des politiques d'attribution, car c'est à cette échelle-là qu'on serait le plus à même de lutter en fait efficacement contre la spécialisation sociale, ethnique des quartiers, des villes, des agglomérations. Et donc, ces différentes lois, en fait, ces différents constats ont été à l'origine d'un projet de recherche que j'ai conduit récemment et où on s'interroge, en fait, on se demande si cette clarification de la mixité sociale combinée à la montée en puissance des EPCI, eh bien, quelles conséquences ça a sur l'accès au logement? Est-ce que ça permet de lutter efficacement contre les discriminations? Et est-ce que ça permet de lutter contre la ségrégation socio-spatiale? Donc, je vous dirai peut-être quelques mots des résultats de l'enquête à la fin des présentations. Et puis, Aurélie et Isabelle ont la lourde charge, du coup, de vous présenter le système local. Merci beaucoup. Merci, Marine, pour cet exposé toujours mené rondement, forcément un peu rapide, mais voilà. Moi, je retiens déjà qu'on peut et on aura sûrement à s'intéresser sur la logique de la clarification de la mixité sociale. Est-ce que ce n'est pas un peu une clarification que j'ai envie de qualifier un peu de paresseuse, sait-on jamais, parce qu'elle est peut-être un peu facile, mais bon, voilà, vous nous en parlerez. Pour l'instant, on va se tourner vers Aurélie Dufay. Je l'ai présentée tout à l'heure. Aurélie, en même temps, on nous a parlé, il faudra peut-être te mettre à l'image, Aurélie. Je ne te vois pas moi pour l'instant. On nous a parlé de conférences intercommunales, de conventions intercommunales d'attribution, de plans partenarial de gestion de la demande, de cotation de la demande. Comment on met tout ça en œuvre ici localement au sein de Grenoble-Alpes Métropole? Il me semble que ça fait partie de tes prérogatives. C'est à toi de nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation et de l'organisation par
un toit pour tous. Et puis, vous dire que je vais m'inscrire dans la suite des propos de Marine. Alors, comme on a eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises, j'avais en tête son point d'atterrissage. Et peut-être ma présentation va vous sembler partir du même endroit, mais c'est volontaire. Ça ne sera pas une redite, ça sera pour bien reposer ce cadre, cette trajectoire dans laquelle on se situe. Marine l'a dit, les EPCI, depuis 2014, sont un peu chefs de file, sont chefs de file des politiques d'attribution. Pour avoir un propos aussi clair que possible sur un champ qui n'est pas si complexe que ça, vous verrez. Voilà le fil que je vais suivre, vous donner un peu ce cadre territorial dans lequel tous les partenaires s'inscrivent, partager non pas 2 objectifs, mais 3 objectifs poursuivis par la métropole. Comment se construisent les politiques d'attribution? Ça, c'est des questions très concrètes. J'ai aussi en tête la difficulté pour les acteurs autres que ceux du logement social premier cercle, peut-être de comprendre comment tout ça s'anime. Et puis, de terminer aussi sur les enjeux autour du logement d'abord, avec une logique de continuité. C'est un des mots-clés en fait, de l'action publique de la métropole, de trouver un fil conducteur et de le maintenir pour tous les partenaires. Fil conducteur qui prend sa naissance. Alors, on peut aller sur la diapo suivante, c'est le cadre un petit peu d'action. Pour la métropole à Grenoble-Alpes Métropole, tout a démarré par la loi Allure de mars 2014. Vous voyez qu'elle s'affiche ici. Et puis, c'est cette fameuse trajectoire, cette activité législative importante qui est notée, avec, on pourrait même rajouter en élément d'actualité, le projet de loi de lutte contre les séparatismes, actuellement en cours de réflexion et où on trouve des enjeux autour de la mixité à nouveau. Alors, si c'est possible d'inscrire le reste, voilà, il y avait une petite animation. Alors, vous dire que de manière très simple, ce qu'on doit retenir de ces obligations réglementaires, c'est qu'il y a 2 grands cadres d'action. Ce fameux plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, on oublie souvent la fin, que Jean-François évoquait. Sur le territoire, il a été adopté en mars 2017. Le deuxième cadre, c'est la convention intercommunale d'attribution. Il y a eu un peu plus de temps d'écriture locale puisqu'elle a été adoptée le 5 juillet 2019. Sur ces 2 cadres d'action, que vous dire? Sur le plan partenarial de gestion de la demande, le territoire et donc les différents acteurs étaient relativement en avance, c'est-à-dire avaient déjà finalement anticipé un certain nombre d'obligations faites par la loi Allure, autour de l'égalité de traitement, des enjeux d'accueil du demandeur. Sur la convention intercommunale d'attribution, il y a toute une construction de la relation aux communes qui a pris plus de temps, notamment. Je rajoute à cette trajectoire le plan quinquennal pour le logement d'abord. Je vous expliquerai un petit peu ensuite pourquoi. Parce qu'effectivement, l'action politique de la métropole sur le dernier mandat et sur le mandat qui commence, elle est structurée autour de 3 objectifs forts. La proximité, l'équité territoriale et le déploiement de la politique du logement d'abord. Alors, on peut passer à la diapositive suivante qui rejoint le premier thème. Ah oui, il y avait une petite animation, je m'en excuse, je vous expliquerai après. Alors, sur la diapositive suivante, ça rejoint le premier thème, l'enjeu de proximité. Il a été identifié très rapidement à la fois par les élus métropolitains, communaux, les bailleurs sociaux, Action Logement Service, les différentes associations, comme devant être un élément clé d'une plus-value en fait pour le territoire, qui était donc la proposition d'avoir un... Marine disait tout à l'heure qu'il y avait différents points d'entrée dans l'accès au logement social. Si c'est toujours une réalité, il s'agissait au moins d'harmoniser le contenu de ce qu'une personne, un citoyen pouvait y trouver, et puis que ces différents points d'entrée fonctionnent ensemble. Ça s'est traduit par la mise en place d'un service partenarial. Alors, on l'appelle le service public métropolitain d'accueil du demandeur de logement social. Et sur le territoire de la métropole, vous avez une petite carte, puisque ça se traduit par différents niveaux de service pour les personnes.
chaque personne n'étant pas prisonnière d'un seul point d'entrée. Elle peut se rendre à Grenoble si elle y habite, à Grenoble si elle y travaille mais qu'elle habite ailleurs. Vous comprenez l'idée. Ce service est en place depuis le 1er janvier 2017. Donc, ça a déjà été possible d'en évaluer les résultats et puis de l'inscrire dans une démarche d'amélioration permanente. Alors, si je dis une démarche d'amélioration permanente avec une démarche de design de service, je vais avoir des remarques sur le QER qui me disent que c'est très techno. Mais en fait, pas du tout. L'idée, c'est d'améliorer le service aux usagers. C'est une démarche même plus globale que l'accueil du demandeur de logement social. Alors, comment on fait? On part des besoins des usagers, mais aussi des professionnels qui animent. De manière très pragmatique, c'est la mise en place depuis quelques mois, donc depuis septembre, à la fin après le confinement, d'une petite pochette récapitulative pour que le demandeur sache où il a mis ses différents formulaires relatifs à sa demande. C'est des choses qui peuvent paraître très basiques, mais qui améliorent le service rendu et qui rejoignent l'enjeu de proximité et de transparence pour les habitants du territoire. Vous voyez les différents enjeux qui se posent à nous aussi pour atteindre et maintenir cet objectif, les enjeux de formation des professionnels et les enjeux aussi de mutualisation de moyens, puisque pour répondre à cet objectif de qualité, il y a toute une règle de mutualisation qui permet de déployer les moyens là où la demande est la plus forte. Voilà donc une première traduction opérationnelle de l'organisation des acteurs sur le territoire. Le deuxième objectif, je le disais en introduction, est l'équité territoriale. Alors, c'est là où il faut un peu plus s'accrocher. Je voyais Marine qui grimaçait quand elle commentait ses diapositives autour des 25% hors QPV, des 50% pour les 3 premiers quartiles. Eh bien, nous voilà un petit peu dans le dur. Et c'est bien pour ça que l'élaboration de la convention intercommunale d'attribution a pris plus de temps, parce qu'il y a toute une phase de compréhension qui n'est pas négligeable. De manière très simple, sur le territoire, en termes d'organisation, ça s'est traduit par un temps d'observation et de définition d'objectifs infracommunaux pour l'attribution, on va dire dans l'esprit de la loi Elan, donc l'attribution aux ménages les plus en difficulté. Je vous expliquerai comment ça s'est traduit ensuite sur les enjeux de capacité d'accueil. Deuxième nouveauté, un besoin d'animation, de lien entre les partenaires, mise en place d'instances, vous avez l'acronyme, pour suivre comment les acteurs progressent sur le cheminement vers ces objectifs légaux. Troisième enjeu fort, la gestion du droit de réservation de la métropole, qui se trouve donc défini dans la Convention intercommunale d'attribution. Et puis enfin, de manière classique, on y trouve aussi la définition de modalités de coopération entre les acteurs dans les schémas de préattribution conduisant jusqu'au caléol des bailleurs. Alors, pour prendre un petit peu plus de temps sur cet objectif d'équité territoriale, puisque le PCI organise la politique d'attribution, je vais m'arrêter un petit peu sur cette carte. Alors, si vous froncez les sourcils, c'est normal, elle est assez petite, mais l'idée est assez simple. Vous voyez qu'il y a des couleurs, c'est différencié. C'est-à-dire qu'à partir d'une observation dans l'occupation du parc social, basée sur l'enquête d'occupation du parc social, donc une observation des locataires, enfin des profils économiques des locataires dans chaque territoire, couplée à une observation aussi des copropriétés, donc le parc privé, nous a permis collectivement de définir les endroits qui peuvent accueillir, parce qu'il y en a moins, en fait, tout simplement, des ménages les plus en difficulté. Et comme le critère défini par la loi LEC est économique, c'est ce critère qui est retenu. Alors, l'avantage quand on est en webinaire, c'est qu'on n'a pas forcément les retours et on ne voit pas les personnes qui acquiescent ou au contraire qui roulent des yeux. Donc, je vais partir de l'idée que mon propos était clair et puis s'il y a besoin, n'hésitez pas à poser une question par écrit. Voilà. Alors, sur cette organisation, voilà, retenez que c'est effectivement pour la métropole un rôle d'animation assez important
et puis d'évaluation qui commence puisque nous sommes à CIA, Convention intercommunale, plus 1 an, le rôle d'évaluation commence aussi à prendre sa place. Vous éclairez aussi sur la co-construction de tout ça, parce que je l'ai dit, ça a pris plusieurs années. Sur la diapositive suivante, on va arriver sur cette conférence intercommunale du logement. Donc, ça faisait partie aussi des acronymes cités par Jean-François Lapierre, la CIL. Voilà. Donc, cette conférence intercommunale du logement est amenée à se réunir au moins une fois par an, c'est réglementaire. Pour tenir cette obligation en 2020, on est tout juste, mais on y est, puisque la conférence intercommunale du logement a lieu ce vendredi. Vous y êtes d'ailleurs tous invités, hein, elle doit apparaître sur le programme des webinaires, parce qu'on a voulu justement ouvrir cette CIL et vous montrer comment les échanges y ont lieu. Alors, ça sera assez informationnel avec une présentation du fonctionnement d'Action Logement Service et aussi des services de l'État, le BALD, pour ajouter un acronyme. Bon, je ne reviens pas sur les obligations de cette CIL. Marine les avait détaillées un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est la co-construction et l'animation institutionnelle. Puis il y a la co-construction et le fonctionnement opérationnel. C'est la diapositive suivante. Alors, c'est pareil, il y a un schéma qui va s'afficher progressivement. Le fonctionnement opérationnel, en fait, on m'a demandé dans la préparation du webinaire de vous expliquer simplement ce cheminement jusqu'à l'attribution, entre le moment où un logement se libère et le moment où une personne y pose ses valises, ses meubles même. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Et c'est calé dans la convention intercommunale. Il y a 3 possibilités en fait pour un logement. Soit il a ce cheminement que nous on estime plus classique entre professionnels, qui est moins de l'extérieur peut-être. Vous voyez que le logement est vide. Un réservataire, alors qu'il soit métropole, État, commune, Action Logement ou bailleur, transmet la candidature aux commissions d'attribution qui statuent souverainement. La deuxième modalité d'organisation sur le territoire, c'est une spécificité, et a trait à l'offre à bas loyer, les logements qu'on appelle PLAI. Les acteurs ont fait le choix sur ce type de logement, donc les logements les plus accessibles aux ménages les plus pauvres, pour être schématique, ont fait le choix de travailler ensemble. C'est-à-dire que ce type de logement est disponible, la métropole, les communes, en partenariat avec les associations, certaines associations qui sont sur le champ de l'accompagnement, examinent les typologies de logement, les caractéristiques du logement et font ce rapprochement de l'offre et de la demande ensemble. C'est la coopération métropolitaine. Vous avez au milieu de la diapositive. Et puis, c'est ensuite, bien sûr, transmis au bailleur. Et le troisième mode de fonctionnement, il s'appelle la location active sur notre territoire. C'était une possibilité d'expérimentation ouverte par la loi ALUR, rendue obligatoire par la loi Élan sous le vocable location choisie. C'est un peu différent puisque là, c'est le ménage, la famille, qui est amené à elle-même se positionner son dossier, en quelque sorte, sur un logement, et c'est le bailleur qui intervient. Voilà, donc ça vous permet peut-être de positionner les différents points qu'avait pu évoquer Marine, qui étaient assez théoriques. Vous voyez que sur le territoire, il y a des instances de coopération entre les acteurs autour des ménages les plus en difficulté, les ménages prioritaires, les ménages du premier quartile, tout ça devant, et ça se fait, au moins sur le papier, correspondre, parce que la multiplicité des définitions contribue à l'illisibilité même pour les acteurs. Et donc, la Convention intercommunale d'attribution donne une notion de public prioritaire du territoire auquel sont appliqués ces objectifs d'attribution territorialisés dont je pouvais parler un petit peu plus tôt. Toujours dans cette logique d'articuler les choses plutôt que de les superposer, la métropole a pensé la politique du logement d'abord, qui est un petit peu détaillée sur la slide suivante. Alors, ce n'est pas la politique qui vous est détaillée, mais c'est plutôt les points d'articulation avec les enjeux de la politique d'attribution.
parce que la politique du logement d'abord cible des ménages très en difficulté économique, mais aussi de par leur situation non résidentielle, on va dire, probablement souvent démunis de logement. Et il s'agissait pour la métropole et ses partenaires, je les associe aussi, de ne pas superposer les choses, mais bien d'intégrer les objectifs. Donc, par exemple, les publics cibles de la politique du logement d'abord sont des ménages prioritaires tels que définis par la Convention intercommunale d'attribution. Par exemple, dans ce souci d'articulation, il y a eu un enjeu d'observation de la grande précarité vis-à-vis du logement dans la nuit de la solidarité, qui a permis de définir un volume de ménages cibles du logement d'abord devant accéder au logement social ou au logement privé, donc un volume de logements à mobiliser. Ça, c'était dans la lisibilité, dans le lien avec les bailleurs sociaux notamment. C'est aussi une observation assez forte des types de personnes en grande précarité vis-à-vis du logement, avec la présence, par exemple, dans cette nuit de la solidarité de jeunes en nombre assez important, et du coup, en traduction opérationnelle, un partenariat avec l'ensemble des bailleurs d'Apsise pour le logement des jeunes sans ressources. C'est aussi un travail partenarial fort autour d'un référentiel d'accompagnement pour que les bailleurs sociaux, les partenaires de la politique d'attribution soient pleinement sécurisés aussi dans l'accès au logement de ce type de ménage. Donc voilà un peu la trajectoire que nous avons suivie, que nous continuons de suivre. Je n'ai volontairement pas mis de diapositive sur l'évaluation de tout cela parce que c'est encore un peu tôt au regard de l'appréhension des sujets, de la complexité partenariale. L'étude, Marine pourra en dire quelques mots, mais pour moi, les résultats, ils ne sont pas jugeables à 2 ou 3 ans. On est plutôt à moyen terme, à 6-7 ans à minima. Donc, je terminerai plutôt sur ce propos en éveillant votre curiosité dans ce que Marine pourra révéler des résultats de l'étude qui avait concerné le territoire de la métropole ici aussi. Merci Aurélie. Peut-être en revenant sur la carte, on a une question dans le public, un commentaire très rapide de la carte que tu nous as présentée sur les possibilités d'accueil des territoires, les territoires qui peuvent accueillir beaucoup de premiers quartiers et autres. Anne, si on peut revenir sur la carte, et Aurélie, si tu peux nous donner un petit commentaire. Merci. C'est l'autre carte, c'est la diapo d'après, Anne, je pense. Ouais. C'est bien celle-là. Alors, par contre, tu peux me donner la question? Je ne l'ai pas vue. Ah, à quoi correspondent les couleurs de la carte? Alors, le fait d'avoir des couleurs, c'est pour vous montrer qu'il y a différents secteurs à capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'en fonction de l'occupation du parc social, s'il y a 30% de ménages du premier quartile, vous allez avoir la couleur verte. S'il y en a 50%, la couleur bleue, je dis au hasard, hein, c'est pas relié. Et s'il y en a 70%, la couleur bleu clair. Voilà, je pense que ça répond à la question. Effectivement, merci. D'ailleurs, on l'a supprimé pour l'instant. Donc, merci Aurélie pour cet exposé. Bravo aussi, j'ai envie de dire, parce que, je pense qu'effectivement, c'était assez clair. Donc, merci. Et 2, il me semble quand même, mais ça méritera d'être évoqué dans le débat, il y avait un certain nombre de demandes, et je pense notamment qu'un toit pour tous était dans cette logique-là, pour que l'intercommunalité se saisisse un peu plus de la logique des attributions de logements. Il me semble qu'il y a eu pas mal de chemin qui a été fait dans ce domaine-là. Chemin qu'on va essayer de vérifier un peu avec Isabelle Rueff. L'attribution des logements, ça a été vu dans les schémas que nous a passé Aurélie, c'est toujours donc l'ex-CAL devenu Caléol qui s'en charge, donc le bailleur qu'Isabelle, et les bailleurs qu'Isabelle représente ici, va pouvoir nous en parler un peu plus. De la théorie à la pratique, Isabelle, qu'est-ce que tout ça nous donne ? Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Je trouve que mon intervention, elle s'inscrit justement dans la continuité de ce qu'ont présenté successivement Marine, qui a vraiment présenté le cadre général.
Aurélie qui a fait un peu l'amont, c'est-à-dire la partie candidature et désignation des candidats, en fait, attribution. Et là, je vais aller un peu plus loin dans la présentation sur l'attribution proprement dite, c'est-à-dire qui va rentrer dans le logement et comment. Donc, on est vraiment dans un ordre chronologique finalement par rapport à ce qui a été décrit précédemment. Une petite précaution oratoire que je voulais faire également, qui est de dire que, attention, on ne va pas comparer des choses exactement semblables entre l'intervention d'Aurélie et la mienne, puisque là, Aurélie a parlé de l'organisation et des quelques chiffres qu'elle a donnés qui sont métropolitains. Là, je vais prendre essentiellement les chiffres Alpes Habitat, donc dans un cadre départemental, enfin qui déborde un petit peu le département, puisqu'il y a aussi du patrimoine de Rhône. Donc, on ne parle pas des mêmes territoires et donc les chiffres ne doivent absolument pas de la même chose. Hein. Donc, voilà. Et puis, je répète, on est dans la phase suivante par rapport au processus qu'a décrit Aurélie. Alors, les chiffres que je vais citer sont plutôt ceux d'Alpes Habitat, au sens où effectivement c'était difficile. On a des pratiques relativement différentes d'un bailleur à l'autre pour les attributions. Et donc, ça me semblait plus logique de parler d'Alpes Habitat et des chiffres Alpes Habitat. Et pour complètement objectiver cette intervention, j'ai simplement repris des chiffres qui figurent dans le bilan d'activité de la Caléole. Alors, 2019, puisque effectivement les chiffres 2020 n'ont pas été consolidés. Accessoirement, je pense que 2020 aura été suffisamment perturbé par la crise sanitaire pour ne pas être forcément l'année la plus emblématique, en tout cas, de ce que peut être une politique d'attribution. Mais voilà, je vous propose de regarder ensemble quelques chiffres après ces précautions pour dire, si je me permets de prendre les chiffres d'Alpes Habitat pour commencer, c'est déjà parce qu'on est un bailleur qui représente, on va dire, 28 000 logements familiaux et que donc à l'échelle du département où il y a 88 000, les chiffres sont significatifs, avec une rotation qui a plutôt tendance à baisser et donc du coup un nombre de logements à attribuer qui est légèrement en diminution. Et donc le premier chiffre à vous présenter, c'est celui de 2019 des candidatures examinées par la commission d'attribution. Par définition, ce chiffre de candidatures examinées, il est un peu supérieur au nombre aux candidats qui, au bout, auront un logement attribué, puisqu'il peut y avoir plusieurs candidats sur un logement et surtout, il y a des refus ou des dossiers qui sont ajournés. Voilà. Vous voyez quand même les variations d'une année sur l'autre. 2017 qui a été une grosse année, 2018 qui a assez fortement diminué, et donc là c'est vraiment la baisse de la rotation, et une année un tout petit peu au-dessus, mais quand même pas tant que ça, en 2019. Donc premier constat, là on parle à peu près de 3600 candidatures qui sont examinées par la commission d'attribution au niveau d'Alpes Habitat. Qu'est-ce qu'on voit en matière de refus quand même, c'est important de le dire aussi, c'est le 88 refus, dont 11 qui sont liés à un taux d'effort trop élevé. Donc là aussi, 11 sur 3700 candidatures examinées, ça fait quand même un pourcentage assez faible. Et en tout cas, l'action de la Caléole n'a pas du tout pour effet, du coup, d'éliminer des candidatures à des faibles ressources. Alors, on peut imaginer dans le processus de sélection qu'a décrit Marine que éventuellement cette candidature aurait pu être écartée un peu avant, mais en tout cas, ce n'est pas au niveau des bailleurs et au niveau de la Caléole que ce refus s'effectue. Je répète, 11 refus sur 3700 candidatures examinées pour insuffisance de ressources. Et puis quand même, le chiffre qui est extrêmement intéressant et qui là évolue d'année en année, c'est celui de la location active. On a parlé effectivement de l'organisation des bailleurs pour
loger les publics et notamment les publics les plus précaires. Et là, ce qu'on voit, c'est une réduction de la baisse des candidatures issues de tous les contingents, ce qu'a décrit là aussi Aurélie, la préfecture, l'État, la DDCS et les communes. Une petite exception pour Action Logement qui a augmenté sur cette dernière année, mais par contre la part de plus en plus importante prise par l'allocation active, puisqu'on est passé de 34% en 2016 à maintenant 61% en 2019, et je répète, on n'a pas encore les chiffres 2020, donc effectivement avec plus de 60%, la location active devient le mode d'attribution majoritaire de logement. Alors, je rappelle le principe de la location active. Aurélie en a parlé aussi dans sa présentation par rapport à la location classique, à la filière classique, où en fait, quand un logement se libère, on va aller chercher dans le fichier un candidat et on va faire le rapprochement entre l'offre et la demande de logement au travers de ce fichier, et donc en partant du logement, en allant chercher un candidat et en faisant ce rapprochement dans cet autre sens, dans l'autre sens. Je rappelle que la location active, c'est vraiment une inversion complète du processus, puisque en fait, ça consiste à afficher le logement qui est vacant et à laisser les demandeurs venir et candidater sur ce logement au travers notamment d'annonces en ligne, mais pas que. Et donc, en gros, le principe qui se rapproche de celui de la location choisie, c'est le fait que le demandeur va aller chercher lui-même son logement. On a beaucoup assimilé la location active à l'offre en ligne, et c'est vrai que majoritairement, c'est comme ça que ça se passe, mais il y a un autre effet, enfin un autre effet de cette inversion du processus et du fait que c'est le locataire, enfin le demandeur qui va chercher le logement. C'est le fait qu'en fait, on casse aussi le lien un logement, un demandeur qu'on va sélectionner. Finalement, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont aller se positionner sur le logement, mais elles peuvent aussi parallèlement aller se positionner sur d'autres logements. Et donc, quelque part, on augmente quand même la possibilité pour les personnes d'avoir un logement à partir du moment où elles peuvent simultanément candidater sur plusieurs. Après, chacun a des règles un peu différentes sur le nombre de candidatures qu'on peut faire que le même demandeur peut faire. Mais là encore, ça permet d'avoir une activité plus forte. Voilà. Donc là, en gros, premier élément, et pour répondre à cette question sur comment les bailleurs s'organisent, en tout cas pour parler d'Alpizer Habitat, finalement, c'est la location active qui devient le mode d'organisation principal, et donc qui fait que c'est le demandeur qui va aller chercher lui-même ce logement. Donc, à ce stade, il faut se dire, bon, mais alors, est-ce qu'au travers de la location active, on a un biais, et notamment, est-ce que ça permet de loger les plus vulnérables? Et donc, là, j'ai parlé des candidatures. On va regarder maintenant les attributions qui ont été faites et les nouveaux entrants. Qui sont-ils, ces nouveaux entrants? Là encore, un suivi sur plusieurs années, de 2015 à 2019, sur les nouveaux, ceux qui vont entrer dans les logements d'Alpizer Habitat. Vous voyez en 2015, 35% qui sont sans emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. Vous en avez 34% en 2019, et donc une proportion qui est assez stable entre 2015 et 2019, mais entre-temps, quand même, une hausse assez significative, 43% en 2016, 41%. Donc, en résumé, on est entre 35 et 40% de personnes qui sont sans emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. Vous avez quand même une augmentation du nombre d'actifs salariés sur l'année 2019, et avec quand même justement un pourcentage qui est toujours au-dessus de 50% d'actifs salariés.
qui sont les nouveaux entrants dans les logements. C'est à mettre aussi en relation avec le fait que la filière Action Logement ne s'est pas tarie et même en augmentation sur ces dernières années. Et la partie qui reste vraiment stable, c'est celle des retraités, entre 8 et 9%, entre 7 et 9% selon les années. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant parce que c'est de regarder qu'en 2015, l'allocation active n'était pas du tout généralisée. On avait 35% de sans-emploi, on en a 34% en 2019. Et la proportion d'actifs et salariés n'a pas diminué aussi, et une stabilité des retraités. Donc, ça n'a pas modifié, en tout cas, les situations socio-professionnelles. Sur les ressources, par contre, on voit une dégradation, ce qui veut dire que même du côté des salariés, il y a plutôt plus de gens qui sont en dessous des plafonds de ressources. C'est le graphique que vous voyez, et vous voyez que la grande majorité des gens ont des ressources qui sont inférieures à 60% des plafonds. Donc, là encore, c'est la grande part des gens que nous logeons, en tout cas, à qui les logements sont attribués. Vous voyez également une évolution des bénéficiaires de l'APL, alors aussi bien sur l'ensemble des familles présentes, mais avec une diminution, une tendance à la diminution, mais qui est sans doute beaucoup plus liée aux restrictions d'accès qu'il y a maintenant à l'APL et au fait que les plafonds ont été remontés, beaucoup plus que sur un enrichissement des nouveaux entrants, et d'ailleurs une légère remontée sur les entrants sur l'année 2019. Dernier élément, parce qu'effectivement, quand on parle des plus précaires ou des plus fragiles dans les attributions, vous allez pouvoir constater qu'effectivement, qu'il s'agisse de l'âge ou de la composition familiale, c'est le dernier dernier slide, vous allez pouvoir constater d'abord une stabilité globalement et surtout des pourcentages qui sont beaucoup plus importants que ceux qui sont dans la population. Si on considère que les situations les plus précaires, ce sont les familles monoparentales et les personnes isolées, c'est-à-dire notamment les personnes isolées, le fait que les dispositifs sociaux s'adressent beaucoup moins souvent à elles et que l'isolement est plutôt un facteur de fragilité. Les familles monoparentales également, parce que simplement ça repose sur une seule ressource et non pas sur deux, contrairement aux personnes, aux couples avec enfants ou aux couples sans enfants, au niveau des revenus. En fait, vous voyez que l'allocation active n'a pas du tout exclu des familles considérées comme plus fragiles ou plus vulnérables, et donc n'est pas du tout allé à l'encontre de l'objectif de loger les plus vulnérables. Vous avez également une tendance sur l'âge qui ne s'est pas modifiée au fur et à mesure des années, puisque vous avez effectivement un tiers qui est entre 41 et 60 ans. Vous avez une très légère augmentation en effet des moins de 25 ans, qui est sans doute liée aussi au fait que les annonces sur Internet sont facilement plus accessibles aux jeunes, et un pourcentage presque stable en légère diminution des 60 ans et plus. Donc là encore, à la question de dire est-ce que ça a modifié les attributions et est-ce que cette nouvelle organisation des bailleurs a modifié ou a empêché l'accès des plus vulnérables, la réponse est non. La seule différence, c'est qu'ils ont davantage choisi leur logement et qu'on arrive finalement au même résultat, mais avec la satisfaction en plus pour ceux qui accèdent au logement. Voilà ce que je voulais dire à ce stade, et maintenant je pense qu'il vaut mieux laisser la place à la discussion ou aux questions. Merci Isabelle pour cette présentation donc des résultats. En même temps, je pense que vu les dates des différents documents et textes qui ont été adoptés, forcément, et Aurélie nous a dit tout à l'heure, on est dans
dans des mesures qui devraient prendre 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans, pour qu'on voit effectivement des évolutions. Donc, je pense que tout ça, ce sera à mettre en perspective. Peut-être, Marine, je ne sais pas si vous souhaitez faire un petit commentaire, 1 ou 2 minutes. Après, on passe aux questions des participants. On a déjà un certain nombre de questions. Ok, merci. Merci beaucoup. Déjà, je rejoins Isabelle, enfin le constat initial d'Isabelle. Je trouve que les 3 présentations étaient plutôt bien articulées. J'ai essayé de planter un décor, enfin un cadre assez général pour lancer le webinaire, et je pense qu'ensuite vous avez pu voir. Vous avez eu des points de vue en fait de praticiens, enfin praticiennes, de professionnels qui ont apporté des éléments extrêmement précis permettant de donner de la chair, du matériau à ce que j'ai pu raconter, avec dans un premier temps l'intervention d'Aurélie qui a bien pointé le rôle de la métropole de Grenoble. Alors, qui est une instance de pilotage, mais plus que de pilotage en fait, parce que contrairement à, enfin, c'est le seul territoire en fait sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur 6 territoires. C'est le seul territoire où la métro, enfin le PCI, va avoir un rôle direct, enfin prendre sa part en fait dans les attributions de logement. Le plus souvent, le contingent qui est géré en fait par les intercommunalités est remis à disposition des communes, ce qui est assez, je crois, révélateur. Donc de ce point de vue, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis après, on a eu le point de vue Bayard, qui permet effectivement de montrer les effets en fait de l'instauration de la location active, même si on n'a pas énormément de recul, mais quand même. Et je trouve ça extrêmement important d'avoir fait ce focus sur ce dispositif qui, encore une fois, n'est pas spécifique là pour le coup à l'agglomération grenobloise, mais il faut quand même savoir que ce dispositif se heurte à la critique des acteurs locaux. Et justement sur cette question des choix résidentiels, parce que comme l'a indiqué Isabelle, c'est vraiment un changement de perspective où on laisse les ménages, en fait, les demandeurs de logement, se positionner sur des logements. Donc déjà, ils ont une vue en fait sur l'ensemble de l'offre disponible, ce qui n'est pas le cas lorsque c'est géré en direct par les bailleurs sociaux. Donc c'est intéressant, et je pense que le cas grenoblois est quand même extrêmement spécifique à l'échelle nationale. Mais comme l'a indiqué également Isabelle, en fait, elle a commencé en disant qu'il y avait des pratiques très différentes d'un bailleur social à l'autre. Et c'est le cas, il y a effectivement des pratiques assez différentes d'un bailleur social à l'autre, et encore plus d'un territoire à l'autre. Voilà. Et j'avais juste une petite remarque donc, sur la question de la sélection, puisque c'est là-dessus aussi que m'avait interpellé Jean-François au tout début du webinaire. Ce qui est intéressant, je trouve… Et sélection même. Et sélection, ouais. Oui, tri et sélection. Oui, oui, mais parce que, donc, en fait, effectivement, et donc Isabelle l'a évoqué, en fait, je fais plus référence, c'est pas en caléole, enfin, c'est pas en cal que les tris et les sélections s'opèrent, et je trouve ça assez remarquable que, en fait, dans la présentation qui nous a été faite des données, c'est-à-dire des statistiques, des demandes et des attributions, on a des choses sur les profils socio-économiques des ménages, mais qui ne sont pas mis en perspective des quartiers ou des adresses en fait. Or, l'attribution d'un logement social, c'est l'appariement entre des gens et des logements qui se caractérisent quand même par une localisation. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et derrière la sélection, il y a aussi l'idée du placement. Et souvent, on l'oublie un peu. Et par ailleurs, je note quand même que justement le critère du quartile n'est pas mobilisé dans les rendus, enfin dans les rapports en fait qui sont dans les bilans des commissions d'attribution de logement, ce qui rejoint un peu aussi ce qui conforte un certain nombre de résultats de l'étude qu'on a conduite. Et là, je rejoins Aurélie. Évidemment, on est très prudent sur l'analyse de ces résultats, puisque on manque de recul, le recul temporel est effectivement très limité, et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des effets d'apprentissage des réformes, en particulier du côté des EPCI.
puisque ce qu'on observe, et éventuellement s'il y a des questions, on pourrait y revenir, mais c'est que sur la plupart des territoires, en fait, les EPCI ont quand même du mal à s'affirmer par rapport aux bailleurs sociaux et aux communes. C'est le cas aussi, hein, dans le cas de Grenoble, il y a un certain nombre de communes, de mairies qui continuent d'avancer l'argument de la proximité et de la connaissance des demandeurs. Donc ça, bon, il y a quand même des résistances, même si je pense qu'à Grenoble, pour le coup, il y a une vraie montée en puissance de Grenoble à la métropole là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et notamment, cette montée en puissance qui se fait donc plus ou moins difficilement, elle est permise par le rôle des techniciens intercommunaux. Et c'est en fait surtout là-dessus qu'insiste l'étude. Les techniciens intercommunaux qui, en fait, ont un rôle socialisateur et que c'est à travers eux, en fait, que se fait aussi l'intégration intercommunale. Voilà, donc une meilleure connaissance aussi des enjeux, des dynamiques de peuplement et de ségrégation à l'échelle des agglomérations. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Merci Marine. Une remarque, on a pas mal parlé de location active pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra ou peut-être pas, ça dépendra du temps qu'on aura. Simplement, je vous renvoie aussi, pour ceux qui sont particulièrement intéressés par ce sujet-là, au webinaire de demain, même heure, même adresse, sur lequel on aura 1h30 pour traiter et évoquer la location active. Aurélie souhaitait apporter un petit complément, donc je lui passe la parole et après on passe aux questions qu'on a pu commencer à avoir. N'hésitez pas à nous envoyer, j'en ai déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas à vous manifester. Merci. Merci Jean-François. Très rapidement, et c'est vraiment pour lancer le débat, partager avec l'ensemble des participants, en illustrant ce que Marine disait, c'est-à-dire vrai enjeu autour de la territorialisation. On voit que les publics les plus en difficulté ne sont pas forcément exclus des nouveaux modes d'attribution, dont la location active, mais ce qu'on voit aussi à l'échelle du territoire et qui nous pose question, et on n'en est qu'à cette question, c'est que la pratique de la location active conduit les ménages les plus pauvres à postuler dans les quartiers les plus en difficulté. Première observation, donc un constat partagé. La deuxième, c'est sur le chiffre que je n'ai pas donné volontairement sur les attributions aux ménages du premier quartile en dehors des QPV. L'objectif légal est à 25. L'année dernière, nous étions à 18 sur le territoire. Un travail collectif avec les bailleurs qui s'est engagé il y a peu de temps, on va dire quelques semaines, justement parce que le critère du premier quartile en tant que tel n'en est pas forcément un dans les commissions d'attribution. Et en fait, nous sommes en train de traduire cela parce que ça peut être un vrai message avec un sens politique, c'est-à-dire de retenir ce critère plutôt qu'une combinaison de critères autour de l'urgence, comme devant faire loi. Donc, il y aura des arbitrages aussi politiques à avoir au cours de l'année prochaine sur cet enjeu-là. Peut-être qu'une présentation de ce type-là d'Isabelle dans un an verra apparaître clairement le critère premier quartile, ou peut-être pas. Oui. Mais merci Aurélie. Donc on revient demain plus en détail sur la location active, éventuellement on essaiera d'y repasser quelques temps. Moi j'ai des questions là pour l'instant qui m'envoient dans un autre secteur qui est toujours sensible aussi dans le domaine du logement social, c'est celui des mutations. Quels sont les critères des logements? Non, j'avais tout à l'heure des questions sur, je recherche là-dedans, sur les mutations. Non, je ne l'ai plus à l'écran, c'est pas grave, je vais m'en passer. La question qui nous était demandée, c'est effectivement combien de pourcentage de mutations, c'est plutôt vers Isabelle peut-être, à moins qu'Audrey ait des chiffres sur l'ensemble de la métro, quelle priorité aux mutations et quel pourcentage de mutations, et on nous demandait aussi si les chiffres donnés par Isabelle Rueff intégraient les demandes de mutation. Isabelle, peut-être? Oui, les chiffres intègrent les demandes de mutation qui sont traitées exactement comme des attributions. Et ce qu'on a vu, c'est que notamment au travers de la location active, la mutation était favorisée. Enfin, c'est-à-dire que
les demandeurs savent qu'ils peuvent utiliser l'allocation active pour justement candidater sur un logement. Donc effectivement, ça, c'est un élément là encore de satisfaction et de mobilité dans le parc qui est non négligeable. Donc voilà, j'ai pas le pourcentage exact. Alors je sais de mémoire que sur le département, les mutations représentent 42% de la demande enregistrée. Au niveau des attributions, je ne crois pas me tromper en disant que c'est autour de, de 30. 37% sur le Oui, j'allais dire territoire. 38%. Donc voilà, on n'est pas loin. Donc c'est 38% qui sont voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur alors, puisque la location active intéresse, je vais peut-être pas trop en parler, puisqu'en fait, c'est le sujet de demain, mais malgré tout, sur les critères des logements proposés en location active. Globalement, on a commencé la location active en faisant de façon aléatoire un logement sur 4 qui se libérait, qui était mis en location active. Et maintenant, dans la phase de généralisation, tous les logements, enfin propriétés non réservées, c'est-à-dire propriétés d'Alpizer Habitat sans réservataire, sont en location active de toute façon. Et pour les autres réservataires, quand ils ont un mois pour désigner un candidat, et quand le candidat n'est pas désigné sous un mois, c'est du coup le logement passe en location active. Et c'est ça qui fait qu'il y a une telle difficulté souvent à désigner un candidat, et surtout un candidat qui voudra du logement, parce qu'effectivement, on n'a aucune garantie quand on nous adresse un candidat que le candidat voudra de ce logement, que en effet, la location active a pris cette part-là. C'est la difficulté à désigner qui a fait le succès, je pense, de la location active. Isabelle, une autre question en complément à ce que tu as pu nous donner comme information. On nous a donné le nombre de demandes qui ont été traitées par les commissions d'attribution d'Alpizer Habitat, mais on n'a pas le nombre d'attributions qui ont été faites dans l'année. Alors, 80% des… prenez un taux de concrétisation à 80% et ça marche. Je vous laisse faire le calcul des attributions Alpizer Habitat. Donc, voilà. Le taux de 80% que tu évoques, c'est celui des entre candidatures, enfin alors ce que j'ai, c'est entre les candidatures et l'attribution, on va dire qu'il y a 20% de déperdition. Mais attends, tu as 3700 candidatures à peu près en 2019. Oui, c'est ça. Et donc les mutations de logement, enfin, c'est 80%. Oui. D'accord, très bien, merci. Une remarque, mais qui du coup renverra peut-être un petit peu le débat aux uns et aux autres, d'un spectateur anonyme, mais je la prends quand même. Tellement de priorités à respecter pour attribuer et qui sont en partie incompatibles, tellement d'intervenants aussi, ce n'est pas ceux de la conférence d'aujourd'hui, je pense, mais c'est l'ensemble des participants à l'acte d'attribution. Peut-on définir et appliquer une politique en ce domaine ? C'était, je pense, un peu l'objet aussi des évolutions de la loi LEC, de la loi Allure et autres. Peut-être définir et appliquer une politique, Aurélie, c'est la question de c'est la compétence de la métro. Comment tu réagis par rapport à ça ? Alors, je dirais définir, oui, même si je pars d'un territoire où il y a des partenariats qui sont historiquement assez forts et riches, donc c'est plus facile sûrement que sur d'autres territoires. La question de l'application est plus philosophique, j'ai envie de dire. On en est à cette phase-là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut appliquer dans le cadre posé, construit ensemble, faut-il aller, et il existe des sanctions prévues en cas de non-respect. C'est peut-être le cheminement que le territoire, enfin les acteurs du territoire vont devoir faire. À partir des premières observations qu'on en tire. Voilà, 18% premier quartile, l'objectif légal est de 25%. Est-ce qu'on est sur une trajectoire qui tend vers ce 25% ? Est-ce qu'il faut être plus contraignant dans le « on » qui a la contrainte ? Voilà ce que je peux partager pour répondre à cette question. Donc, ce n'est pas oui, ce n'est pas non, mais c'est ensemble. Ok, merci. Je passe à une question plus pratique, mais je pense que c'est intéressant de passer de l'un à l'autre.
J'ai deux questions, mais qui viennent du même auditeur, je ne sais pas comment il faut appeler, enfin, une même personne qui participe à la conférence sur les problématiques de logement, soit de femmes en cours de divorce, procédure de divorce. Et la première question, c'était est-ce que le bailleur peut exiger le jugement de divorce? Et quand il est précisé, c'est pour dire nous accompagnons des ménages étrangers qui ont des cartes de séjour, mais notamment un certain nombre de femmes n'ont même plus de nouvelles de contact, ni de nouvelles avec leur conjoint resté au pays. Les enfants ne portent pas le même nom. Et l'attribution peut être compliquée. Et grosso modo, est-ce que c'est légal de demander des précisions ou des détails très précis sur ce sujet-là? Isabelle, tu peux Alors, nous... je vais répondre. Alors, c'est vrai que l'attribution, par définition, elle doit tenir compte des ressources et elle doit tenir compte de la composition familiale et du nombre de personnes qu'il va y avoir dans le logement. Donc, en toute hypothèse, c'est vrai que c'est nécessaire de savoir quelle est la situation familiale exacte de la personne pour, je répète, cette question des ressources et pour cette question de la composition familiale. Donc, ce n'est pas illégal de demander un jugement de divorce ou de demander des précisions. Après, il y a des pratiques qui peuvent être différentes d'un bailleur à l'autre. Et théoriquement, le document qui était obligatoire, c'était notamment l'ordonnance de non-conciliation pour les demandeurs qui étaient en cours de divorce. Je veux dire, ça fait des années qu'Alpizer Habitat ne demande plus ce genre de documents, qui sont de toute façon extrêmement difficiles à obtenir, y compris pour, en gros, la personne qui vient de partir de chez elle avec les enfants sous le bras, c'est rare qu'elle puisse produire tout de suite une ordonnance de non-conciliation. Et donc, quand des situations sont signalées, par définition, on ne demande pas. Mais je répète, effectivement, là, il y a pour le coup un écart entre ce qui est strictement légal et entre ce qui est demandé. Et je crois que la grande majorité des bailleurs continuent à demander l'ordonnance de non-conciliation. Bon, ben voilà une réponse. Minimum. Voilà. Et je répète, c'est que ça répond aussi. Alors, il y a des cas où elle n'est pas exigible, et notamment dans les cas de violence, par exemple. Mais c'est vrai qu'on s'est, de notre côté, simplifié la vie et simplifié quand même beaucoup la vie des demandeurs en n'exigeant pas une multitude de documents difficiles à produire. Ok, merci, je crois que la réponse est claire. Une question toujours pour Alpizer Habitat et donc pour toi. Évolution des refus après attribution. Je pense que c'est notamment la question, elle vise est-ce que la location active, je la retranscris comme ça, moi, a fait baisser les refus d'attribution chez Alpizer Habitat? Oui, je veux dire, maintenant, les refus sont vraiment très faibles par rapport aux acceptations. Là encore, de toute façon, la pratique depuis longtemps d'Alpizer Habitat, ça a toujours été de faire visiter les logements avant. De toute façon, avant la Caléole. Moi, j'étais autrefois DGA de Paris Habitat. À Paris Habitat, on ne visitait pas le logement avant la cale, on le visitait après. Donc là, de toute façon, il y a déjà cette pratique qui faisait que le logement était toujours visité avant, donc qui déjà fait que la personne sait où elle va aller et peut se projeter dans le logement. Et avec la location active, c'est vraiment tombé à... Ça se compte plutôt en unités qu'en dizaines. Ok, j'en profite pour nos participants pour leur signaler qu'on aura bientôt terminé et que si vous avez encore des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Anissa, je sais que toi, tu avais une question qui t'était arrivée, je ne sais par quel biais. Parce oui, alors c'est un spectateur anonyme. Pour moi, c'est un scandale, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'était sur la location active. C'est ça, c'est un spectateur anonyme. Attends, alors il y a deux questions qui concernent la location active, on y revient, c'est un sujet qui apparemment intéresse. Juste pour préciser, Aurélie signalait 20% de logements libérés qui sont attribués par la voie de la location active. Et Isabelle Rueff souligne que 60% des attributions se font via la location active. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet écart? Et enfin, une autre question qui sera peut-être plus destinée aussi à Marine. A-t-on une idée de l'effet de la location active sur la mixité sociale? Voilà, deux questions différentes sur la mixité sociale qui sont... je veux bien me lancer sur ce sujet sans trop déborder sur le webinaire de demain, mais quand je ne pourrai pas y être finalement,
Si tu viendras, tu viendras. Alors, l'explication dans l'écart des chiffres, elle est parce qu'il faut bien comprendre le système. Globalement, il y a des pratiques de mise en location directe, c'est-à-dire sans travail des réservataires, et des pratiques de mise en location par annonce après travail d'un locataire. Ce qui peut expliquer cet écart. Le chiffre d'Isabelle est plutôt le après, c'est le haut global. Oui. Le 20%, il est dans le protocole qui est défini à l'échelle de la métropole où tous les réservataires s'engagent à minima à mettre un logement sur 5 à ce type d'annonce, enfin ce type de mise en location. C'est-à-dire qu'ils ne font pas leur travail de réservataire sur un logement sur 5, que ce logement soit un logement à bas loyer, que ce logement soit situé en QPV, que ce logement soit situé en centre-ville. Il passe directement en annonce. Et sur le deuxième point, moi j'ai une remarque empirique sur la conciliation de la pratique de location active et les enjeux de la politique d'attribution et les enjeux d'équilibre territorial. Je l'ai dit tout à l'heure et je le repartage. C'est une vraie question puisque ça ne contribue pas aux enjeux de rééquilibrage. Si ça donne la liberté, et on doit la respecter, de positionnement et de choix aux personnes, par contre, ce n'est pas un outil qui vient amplifier la politique publique telle qu'elle est définie localement, mais aussi définie dans le cadre de ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui, donc toutes ces lois. Et donc, ça ne contribue pas à atteindre cet objectif chiffré. Alors, moi, je vais répondre aussi plus prosaïquement. On a déjà eu plusieurs fois cette discussion, c'est-à-dire que, en fait, le principe, enfin, ce qu'on constate, en tout cas, effectivement, et comme Marine l'a souligné tout à l'heure, c'est de façon, on va dire, macro. Je veux dire, les critères, enfin, finalement, il n'y a pas de différence entre location active et location pas active, finalement, sur les profils des personnes logées. Mais il y a effectivement la question de la localisation. C'est est-ce qu'ils sont logés là où on pense qu'il faudrait qu'ils soient. C'est vrai que le pari qu'on fait avec la location active, c'est plutôt de laisser les gens aller là où ils veulent, en disant que les choix sont rationnels, qu'on doit les respecter aussi, cette liberté d'aller là où on veut aller, et on vérifie simplement après coup que ça va. Et je dirais qu'il y a quand même un correctif qui peut être apporté, justement par rapport au fait d'avoir une politique et d'essayer de jouer sur le peuplement, pour autant qu'on puisse le faire avec les attributions, c'est la cotation. Puisque effectivement, logement par logement, c'est vrai que nous, par exemple, sur un quartier politique de la ville, donc où on a une exigence de loger théoriquement pas les plus pauvres, mais plutôt les plus riches, en tout cas dans les demandeurs, c'est que là, au niveau de l'attribution, s'il y a plusieurs candidats, on privilégiera plutôt celui qui a plus de ressources que celui qui en a moins. Et à l'inverse, sur un quartier plus favorisé, entre deux candidats, on choisira plutôt celui qui a les plus faibles ressources. Donc, je dirais que c'est la cotation appliquée aux candidatures une fois déclarées qui va permettre quand même de moduler un peu et en même temps de respecter le choix des habitants, parce que en fait, le problème, c'est qu'on ne loge pas des quartiers, on loge des gens, quoi. Voilà, et finalement, c'est aussi la différence entre vouloir entre l'a priori et l'a posteriori, c'est-à-dire soit on décide a priori où vont devoir aller les gens, soit on vérifie a posteriori qu'on n'a pas trop tourné le dos à la cible et à l'objectif, et finalement c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là où je pense que l'évaluation sera très utile, et en faisant des zooms vraiment sur les quartiers, et pas à l'échelle en effet de l'organisme, puisque là j'ai transmis des chiffres qui sont des chiffres départementaux, c'est au niveau d'un quartier de regarder en effet les effets qui sera sans doute très, très parlant. Ok, je pense aussi qu'à l'avenir, on aura probablement besoin, enfin les bailleurs sociaux vont être sollicités pour des bilans d'attribution qui seront plus par quartier, probablement plus localisés que ce que tu as pu nous présenter pour l'instant, oui, bien sûr. de ce qui va arriver pour la suite. Alors, je regarde si j'ai des remarques particulières. On vient de nous reposer la question de l'articulation entre la coopération intercommunale et la location active. Donc, d'une part, on vient d'en parler un peu, et puis d'autre part,
On poursuivra sur ce débat demain, ce qui sera aussi intéressant, c'est qu'on aura d'autres interlocuteurs. Ça ne vous empêche pas de venir, mesdames, vous êtes évidemment invitées, mais Jean-François, il me semble que ce n'est pas tout à fait une question qu'on a traitée, hein, cette histoire, parce que la demande de Madame Blin, si je vois bien, c'est plutôt sur les 3 possibilités en fait, de fonctionnement autour de l'instance de coopération intercommunale et la location active. C'est ces 2 pratiques distinctes. En fait, il y en a une où il y a le réservataire qui travaille, c'est cette coopération intercommunale, et la location active, il n'y a pas l'étape de réservataire, c'est le demandeur. Du coup, il n'y a pas d'articulation, si ce n'est la Caléole, finalement, qui arbitre au final. voilà, la Caléole d'une part, et si ce n'est que ça s'adresse quand même tout ça, ça sert tout ça à loger des demandeurs de logement, et donc on retrouve forcément une espèce de logique par rapport à ça. On nous fait remarquer aussi que les habitants des quartiers n'observent pas, ne voient pas arriver de nouveaux voisins plus riches qu'auparavant. Je pense que Maïs, c'est ce que tu voulais me dire, mais on a dit aussi que, d'abord, Aurélie l'a rappelé par rapport aux attributions, hein, y compris sur la logique de la location active. Donc voilà, il reste des interrogations par rapport à ça. Il nous reste théoriquement rien. Heureusement que le truc ne s'arrête pas juste à 17h45. Donc, je ne vous sollicite pas pour de nouvelles questions. J'espère vous avez eu l'occasion, les uns et les autres, de vous exprimer. Sinon, il est trop tard. Revenez demain, notamment sur la location active. Nous serons très contents de vous accueillir. Je redonne la parole à Marine pour... je ne sais pas ce qu'elle peut d'abord, je ne sais pas quoi, elle verra bien, une synthèse, voilà, elle doit avoir plus l'habitude que moi de traiter cette logique-là, donc peut-être 5 minutes, Marine, pour, voilà, et y compris reparler un peu de la comparaison avec les autres secteurs, s'il y a des éléments que tu veux nous transmettre. Merci. Alors, je vais être brève parce que je pensais avoir déjà fait la synthèse et qu'il est 45. Donc, mais bon, je voulais quand même dire quelques mots sur, rebondir en fait sur l'échange qu'il y a eu entre Aurélie et Isabelle sur la mixité sociale. Je pense que c'est quand même intéressant d'essayer en tout cas, ce que montrent les travaux en sciences sociales depuis maintenant de nombreuses années, c'est que la mixité sociale est un mot d'ordre des politiques locales qui masque en fait des pratiques discriminatoires, et en tout cas qui pose vraiment la question de la discrimination. Et d'une certaine façon, en fait, la location active, en fait, inverse complètement le raisonnement. Et on voit bien que derrière la manière dont est utilisée la mixité sociale, dont on en fait usage, ça se heurte quand même au respect des choix et des souhaits des ménages. Et donc, voilà, une autre proposition de politique publique, parce que je pense que... Mais là, je sors un peu de mon rôle, parce que je ne fais pas des politiques publiques, et heureusement. Mais voilà, on pourrait se dire que l'attribution des logements, c'est peut-être pas forcément le levier le plus pertinent pour agir sur la mixité dans les villes, et que finalement l'enjeu il se pose au niveau de l'offre et de la construction des logements, et alors, qui pose plein d'autres questions, mais je trouve ça toujours étonnant, la focalisation qu'on a sur les attributions, mais c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai travaillé là-dessus. C'est tout le paradoxe. Et donc, voilà, je me dis que c'est quand même un vrai sujet de mettre le paquet plutôt sur l'offre, sur la construction, et puis ensuite laisser les ménages aller où ils le souhaitent, et puis peut-être travailler sur les mobilités, en fait, les mobilités résidentielles, c'est-à-dire leur permettre de bouger s'ils le souhaitent, parce que oui, en fait, quand on est, et ça les travaux de sociologie le montrent aussi, quand on ne parle pas la langue, par exemple, qu'on est primo-arrivant, c'est une ressource en fait. Le quartier peut être une ressource, le voisinage peut être une ressource, et donc il y a des effets de voisinage qui, en gros, c'est pas forcément négatif. La ségrégation n'a pas que des effets négatifs de ce point de vue. Et par ailleurs, les effets bénéfiques de la mixité sociale n'ont pas été démontrés en fait empiriquement sur le plan résidentiel. C'est pas le cas pour l'école. C'est pas vrai pour l'école. Pour l'école, on sait que la mixité scolaire a des effets bénéfiques. Alors évidemment, les deux sont étroitement intriqués. Et donc, ça mérite quand même évidemment de poser la question et d'y réfléchir. Mais voilà, je pense qu'on peut
je trouve ça toujours intéressant d'essayer de raisonner complètement différemment. Et c'est un peu ce que je suggérais, je crois, Isabelle, dans sa réponse. Voilà. Et pour dire juste du coup quelques mots sur sur les derniers peut-être résultats qui ressortent de l'enquête. Je l'ai dit, en fait, des variations territoriales qui sont quand même très importantes, notamment sur l'affirmation des EPCI. Et puis, en fait, on a aussi fait une enquête vraiment sur les catégorisations. Et ce qu'on observe, mais avec toute la prudence qu'il faut, et évidemment, je rejoins ce que disait Aurélie sur le recul temporel. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la LEC a échoué en fait à imposer une définition du principe de mixité et à rompre véritablement avec la mobilisation de catégories socio-spatiales officieuses. Pour le dire autrement, ce que j'ai observé lors de mes enquêtes de terrain en 2015, j'ai entendu des discours assez similaires finalement en 2020 après la LEC, y compris dans la plupart des territoires en fait. Et donc, je pense que la première raison, c'est le contenu de la loi et le calibrage des instruments de mise en œuvre. Parce que, comme tu l'as dit, Aurélie, il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi égalité et citoyenneté en cas de non-respect sur le terrain par les acteurs locaux. Mais ces sanctions sont quand même assez faibles et en fait, en tout cas, à ma connaissance, ils n'ont jamais été mobilisés sur les 6 terrains sur lesquels on a travaillé. Alors, on a travaillé sur des terrains comme Grenoble, on a aussi travaillé sur Mulhouse, Dunkerque, Meaux, Bordeaux, donc vraiment des territoires très contrastés. Donc ça, c'est important de le dire. Et aussi parce que les mesures, en fait, tout simplement, elles sont jugées irréalistes et déconnectées des problématiques de terrain par les acteurs locaux qui doivent lutter contre la vacance de logement, qui doivent lutter contre la paupérisation, en tout cas de certains territoires, et donc du coup qui craignent en fait qui ont le sentiment que aller chercher déjà que c'est impossible en fait de loger des ménages très démunis dans les périphéries où les loyers sont structurellement plus élevés. Ce qui repose en fait, je pense, la question de l'offre de logement, mais qui, je crois, a déjà été abordée dans le cadre, a été abordée en tout cas dans la semaine, et qui est, à mon avis, centrale. Et par ailleurs, en fait, pour paraphraser un élu dunkerquois, les attributions de logements sociaux, ça reste un maire et un bailleur. Donc, je pense que ça veut tout dire. Même si, dans le cas de Grenoble Alpes Métropole, je crois que tu as bien montré qu'il y avait plein de choses qui avaient été mises en place et de dispositifs. Voilà. Donc, il y a quand même des changements qui sont perceptibles, mais vraiment de façon à géométrie variable en fait, en fonction des territoires et des partenariats locaux déjà existants, quoi. Voilà. Merci Marine, merci à nos 3 intervenants. Je pense que l'exercice était relativement complexe. J'espère qu'on a atteint l'objectif de clarifier un peu ces logiques d'attribution. Marine me fait une... Merci à tous nos auditeurs qui sont encore là, très nombreux. On a eu relativement peu de pertes, malgré l'heure tardive. Marine m'a fait une transition toute trouvée sur la suite, puisqu'il reste encore 3 séminaires, si je ne me trompe, 4 même, 3 séminaires plus celui de conclusion, dont un séminaire, demain 2 séminaires d'échange de pratiques, l'un sur le suivi social lié au logement, l'autre sur la location active, donc on en a parlé, et un sur la pratique des élus, notamment des nouveaux élus, sur la construction de logements sociaux et donc probablement leur localisation. Marine, on retrouvera un débat sur ce sujet-là. Et je vous rappelle l'information qui a été donnée par Aurélie, à savoir que vous êtes tous cordialement invités à participer à la séance d'ouverture, je crois, de la conférence intercommunale du logement de Grenoble-Alpes Métropole qui a lieu vendredi matin. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'avais une nouvelle question, mais non, c'est juste une observation. Merci à tous. On a eu quelques éléments pour vous remercier pour nos intervenantes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous terminons à 17h54. Bonsoir à tous.